De la musique classique, juste parfaite. Si vous vous laissez porter par les musiques qu'on a choisies, vous partez à travers de belles découvertes. Toute la journée, écoutez Ici Musique Classique, une radio en direct exclusivement sur Radio-Canada Audio. Jeudi 30 janvier, vous écoutez À la une. Bonjour, ici Naïla Bendali en remplacement de Mathieu Bellumeur. Je serai avec vous aujourd'hui et demain. C'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver et de retrouver nos collaborateurs. Vincent Maisonneuve aux actualités, bonjour. Bonjour Naïla. Véronique Meroy à la météo, bonjour. Allô, bonjour. Et Olivier Pellerin qui vient tout juste d'arriver en studio pour les sports. Alors, bon, encore une journée assez faste en actualité. Aujourd'hui, je commence avec vous, Vincent, parce que on parle bien sûr de cet écrasement d'avion dans le fleuve Potomac, tout près de Washington. C'est après une collision avec un hélicoptère et on a peu d'espoir de retrouver des survivants. Peu d'espoir. Ça fait plusieurs heures déjà. Il y a plusieurs secouristes, des bateaux, des hélicoptères. Il y a peut-être 300 secouristes qui sont sur place, mais l'eau du fleuve Potomac est très, très froide à ce temps-ci de l'année. Donc, les espoirs de retrouver des survivants sont franchement bien, bien minces. Je vous explique, c'est un vol d'American Airlines en provenance de Wichita, au Kansas, qui avait 64 passagers à bord et qui était en approche pour atterrir à l'aéroport Ronald Reagan. Ça, c'est tout juste à côté de Washington, du Capitole et tout ça. On voit les avions atterrir quand on est à Washington. On les voit atterrir sur la piste d'atterrissage. Et puis, il y a un hélicoptère Black Hawk avec 3 militaires qui étaient à bord, qui étaient en exercice. Et puis, ce qu'on comprend avec les enregistrements de la tour de contrôle pour l'instant, c'est que la tour de contrôle aurait demandé au pilote de l'hélicoptère de garder une certaine distance par rapport à l'avion qui est en approche. Mais c'est la seule information qu'on a pour l'instant. Il y a eu une collision. On voit la boule de feu, d'ailleurs, sur les images. Et présentement, là, c'est des débris qui flottent dans le fleuve Potomac et les secouristes qui espèrent encore trouver des survivants. Il fait très froid dans les eaux du fleuve Potomac, donc bien sûr, les yeux seront rivés vers ce côté-là de Washington là, pour voir qu'est-ce qu'on retrouve là-bas. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Olivier Pellerin, un troisième gain consécutif pour la victoire de Montréal au hockey féminin. Oui, c'est un retour au jeu après 10 jours d'absence. Les joueuses en avaient parlé lors de l'entraînement de la veille. Elles avaient dit qu'il pouvait y avoir un peu de rouille. C'est ce qu'on a vu en première période pour l'équipe de Montréal qui affrontait la Charge d'Ottawa hier à la Place Belle. C'est la Charge qui a pris les devants dans le match en marquant le premier but de la rencontre en première période, mais par la suite, celle qui a sonné le réveil peut-être de la victoire de Montréal, c'est Marie-Philippe Poulin, la capitaine de l'équipe, qui était présente hier pour les grands moments, puisqu'elle a marqué 3 buts. Elle a marqué donc le premier but de la victoire de Montréal. Jennifer Gardner inscrit le second et par la suite, Marie-Philippe a complété avec 2 buts. Donc, tour du chapeau pour elle. Jennifer Gardner a 3 points dans le match d'hier pour effectivement offrir un 3e gain consécutif à la victoire de Montréal. Elles ont parlé de ce début de match un peu décevant, mais quand même fiers du résultat. Surtout que ce sera 2 matchs en 24 heures. Hier, il y avait match. Ce soir, il y en aura un aussi, cette fois contre les Sceptres de Toronto. Je vous invite à écouter tout d'abord les commentaires de Marie-Philippe Poulin après la rencontre. Je pense 9 jours de congé pour nous de pouvoir revenir ici à la maison. C'est sûr, le premier 20, c'était pas nécessairement notre meilleur, mais je pense de pouvoir regrouper après la première période dans la chambre, se parler, voir qu'est-ce qu'on peut changer. Puis je pense qu'en deuxième période, on a prouvé qu'on est capable de changer notre mindset, de trouver nos jambes derrière nous, puis mettre de l'avant. Je pense qu'on a mis beaucoup de pression sur eux. Puis Anne nous a regardé dans la partie tout au long de la game. C'est incroyable, ses arrêts. Puis très content d'avoir sorti avec la victoire. Et donc, avec cette victoire, ça permet donc à Montréal de passer au premier rang du classement de la LPHF. Et donc, deuxième match en 24 heures ce soir contre Toronto. Les deux équipes se sont affrontées à 2 reprises cette saison et c'est Montréal qui avait eu gain de cause dans ces 2 rencontres. Donc, espérons qu'elles pourront justement profiter de ce passage de Toronto qui est au dernier rang du classement jusqu'à présent cette saison. Et dans la LNH, Caden Goulet est passé sous le bistouri après s'être blessé lors du dernier match du tricolore. En 3e période, il a dû quitter, chuter bizarrement dans le coin de la patinoire.
mémoire, s'est tenu la jambe, avait de la difficulté à mettre du poids sur sa jambe droite. Le diagnostic est tombé hier, lacération du quadriceps. On parle d'une absence d'une durée indéterminée. Donc, est-ce que ça se comptera en semaines ou en mois, l'absence de Kaden Goulet? Ça pourrait faire mal aux Canadiens de Montréal. Comme je le disais hier, c'est un défenseur très utilisé, troisième défenseur le plus utilisé par Martin Saint-Louis cette saison. Il formait une très belle paire aussi avec Alexandre Carrier. Donc, ça pourrait être douloureux pour le Canadien, cette absence, si jamais ça se comptait en mois. Le Canadien qui sera de retour en action ce soir au Centre Bell contre le Wild du Minnesota. Possiblement le dernier passage de Marc-André Fleury au Centre Bell, joueur québécois très apprécié à travers la Ligue, mais surtout ici au Québec. Bien sûr. Donc, Marc-André Fleury qui va retenir l'attention pour ce match de ce soir. Ça sera très suivi, certainement. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Et Véronique, bon, si on est sorti dehors ce matin, on l'a ressenti, il fait quand même assez froid. Oui, bien, les températures qui ont chuté derrière la neige, une bonne dizaine de centimètres, 5 à 10, là, la fourchette, mais je dirais que ça ressemble pas mal à du 10 pour le Grand Montréal, les secteurs plus au sud, près de l'Estrie, frontière américaine, la quinzaine, assurément. Un petit peu moins, Laurentides, la Nodière. Outaouais, ça ressemble à la dizaine aussi. Alors oui, le froid derrière, moins 17 à Montréal ce matin, refroidissement éolien, moins 26. Température qui varie au thermomètre entre moins 17 et moins 23 sur le sud du Québec. Donc, des températures qui vont se maintenir autour de moins 10, moins 14 aujourd'hui, mais retour du soleil. Alors, on le verra un peu. Bon. Enfin, on le voit pas beaucoup. Pour nous réchauffer un peu. Oui, il va faire son possible. Donc, un peu de soleil aujourd'hui, puis ça va se réennuager en fin de journée, début de soirée. Il y a d'autres neiges à venir. Ça commence ce soir, cette nuit. Ça cessera demain en avant-midi. Pas énormément, 2 à 5 cm, peut-être un peu plus vers l'Estrie. Les températures vont remonter. Donc, la nuit prochaine, ça reste soit stable ou ça continue de grimper. Et demain, en journée, moins 3, moins 5 degrés. Vraiment des conditions agréables. Pour ce qui est de la fin de semaine, il fera beau et plus froid samedi. Retour des nuages dimanche et dimanche soir, d'autres neiges. Jusqu'à lundi, encore? Une dizaine de centimètres. Là, il y aura un petit redout lundi. Là, donc, une finale de neige collante mouillée lundi anticipée. Mais là, on est rendu loin lundi. Alors, aujourd'hui, jeudi, on y va avec un peu de soleil, du froid. Puis, on prévoit encore une matinée enneigée demain avec 3 à 5 centimètres au sol. Moins 25, c'est ce qu'il fait du côté de l'Abitibi. Moins 22 au Saguenay. Moins 20 vers le Bas-Saint-Laurent et moins 15 en Gaspésie. Le mercure va se maintenir entre moins 15 et moins 13 aujourd'hui. Pour ce qui est des vents, ils sont encore bien présents secteur ouest. Le soleil sera là. Parc Forillon, il y aura peut-être quelques averses de neige, mais dans l'ensemble, c'est du beau temps pour l'est du Québec, mais du temps froid et venteux. Territoire ontarien, pour la portion nord, 2 à 4 cm de neige, du temps plus doux, moins 3, moins 4 degrés. Nuages et flocons aussi du côté de Toronto, près de 0, 2 degrés à Windsor. Ce sera même sous forme de faible pluie au cours de la nuit prochaine, ces averses-là. Ottawa, ce matin, on retrouve en partie le soleil en alternance avec quelques nuages. Pas chaud, près de moins 20, mais le maximum, c'est quand même moins 7. Là aussi, d'autres neiges à venir ce soir, un 2 à 5 cm. Dans l'ouest, les conditions se dégradent à Vancouver. Là, la pluie commencera en après-midi. Secteur montagneux, mélange neige-pluie pour les prochains jours. Les températures gravitent autour de 2-3 degrés. Edmonton et Calgary, moins 6 pour Edmonton, 6 encore à Calgary. On sera sous la neige à Edmonton, 5 à 10 cm, alors que le soleil sera présent vers Calgary. Beau temps, Regina, Winnipeg, autour de moins 3, l'air plus froid arrivera demain. Oui, moi je retiens le moins 25 en Abitibi. On envoie nos pensées. Effectivement. Oui. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Le Canada fait face non pas une, mais bien 2 vagues de tarifs, dont une première qui pourrait arriver dès samedi. Hier, le candidat de Donald Trump pour devenir son secrétaire au commerce a révélé quelques détails supplémentaires au sujet des intentions du président américain. Vincent Maisonneuve, ce que dit Howard Lutnick, c'est que le Canada peut éviter la première vague de tarifs dans moins de 48 heures si les autorités canadiennes empêchent l'entrée de fentanyl vers les États-Unis. Voilà, c'est ce qu'a dit Howard Lutnick hier en répondant aux questions des sénateurs américains au Capitole. Cette première vague de tarifs, dit-il, a pour but de faire bouger le gouvernement canadien au sujet de la question, au sujet des questions de frontières. Là. Le futur secrétaire au commerce soutient que le fentanyl qui tue des milliers d'Américains chaque année est fabriqué dans des laboratoires au Canada, des laboratoires qui appartiendraient à des cartels de drogue mexicains. On va écouter là un extrait de ce témoignage du futur secrétaire au commerce.
You know that the labs in Canada are run by Mexican cartels. Après avoir dit que les laboratoires de fentanyl au Canada étaient contrôlés par des cartels mexicains, Howard Lutnick a ajouté que si le Canada considère les États-Unis comme un partenaire commercial essentiel, le Canada doit être respectueux et fermer sa frontière à la drogue qui entre aux États-Unis. Pour ce qui est des autres tarifs qui visent à éliminer le déficit commercial des Américains par rapport au Canada, ça, c'est la deuxième vague de tarifs, le dossier qui sera étudié à partir du mois d'avril. Mais dans l'immédiat, si le Canada bloque le fentanyl qui entre aux États-Unis, il n'y aura pas de tarifs imposés samedi prochain. Et à l'approche de cette date butoir, Ottawa poursuit son offensive à Washington. Il y a la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui a rencontré hier son homologue Marco Rubio. Oui, sans doute pour rappeler que la supervision des frontières, ça se fait surtout sur ce qui rentre dans un pays et non ce qui en ressort. Là. Quand vous quittez le Canada pour aller en vacances aux États-Unis, vous passez les douanes et la sécurité américaine et non les douanes canadiennes. Ceci étant dit, pour ce qui est de la drogue, pour ce qui est de l'afflux de migrants, elle a surtout cherché à rappeler les faits à son homologue américain. De notre côté, on rappelle toujours les faits. Les faits, c'est que, premièrement, moins de 1 % du fentanyl qui est aux États-Unis provient du Canada et moins de 1 % des immigrants illégaux qui sont aux États-Unis proviennent du Canada. De plus, si ça peut satisfaire l'administration Trump, tous les premiers ministres des provinces se disent d'accord avec l'idée de mieux surveiller la frontière afin de contrôler les flux migratoires, empêcher le trafic de drogue, que ce soit Daniel Smith en Alberta, Wab Kinew au Manitoba ou François Legault ici au Québec. Je suis très d'accord avec le fait qu'on doit bien protéger la frontière dans les deux sens, pour les deux raisons qui sont mentionnées par M. Trump. Et Vincent, autre façon de convaincre le président Trump, peut-être de façon un peu plus inusitée, le gouvernement canadien a fait parvenir une vidéo qu'on espère que le président regardera, une vidéo dans laquelle on voit des agents canadiens en pleine action à la frontière. Oui, on sait que le président aime regarder la télé. Hein. Il a choisi certains membres de son cabinet à travers, alors qu'ils étaient des vedettes du petit écran. Alors pourquoi pas lui montrer toute l'expertise canadienne en matière de sécurité à la frontière, en matière de lutte à la drogue. C'est une sorte de mini-film d'action, documentaire d'action qui a été préparé par des fonctionnaires canadiens. On se dit que si Donald Trump est impressionné par ce qu'il voit là, il va peut-être changer d'idée. On est rendu là, Naïla. À suivre. Merci beaucoup, Vincent. Merci. À la revue des médias, on retrouve Gabriel Lemarquand-Perrault à Ottawa. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Nella. Alors, tout d'abord, bien sûr, cet écrasement d'avion hier soir à Washington, ça retient l'attention. Exactement, et ça pourrait être la catastrophe aérienne la plus grave qu'ont connue les États-Unis depuis 15 ans, souligne la radio publique NPR. C'est un appareil d'American Airlines qui est entré en collision avec un hélicoptère militaire au-dessus de la capitale fédérale, Washington. Et après, l'appareil s'est écrasé dans le fleuve Potomac, tout près de l'aéroport national Ronald Reagan. Le Washington Post, qui cite des sources, a dit que plusieurs corps avaient été repêchés dans les eaux du fleuve. Le président américain Donald Trump a réagi, lui, en disant que Dieu les bénisse. Et puis, le New York Post titre ce matin « Horreur dans le ciel ». Très peu de détails, par contre, concernant le nombre de victimes. Actuellement, on sait que 64 personnes étaient à bord de l'appareil. Les autorités se font avare, pour l'instant, d'informations sur les victimes, n'ont pas confirmé non plus si des corps avaient été repêchés. Oui, ça sera certainement à suivre tout au long de la journée. Maintenant, Le Devoir s'intéresse ce matin aux coopératives d'habitation. Le processus de sélection des locataires soulève d'importantes questions dans certaines coopératives, nous dit le journaliste Zachary Goudreau. C'est une enquête à la une du quotidien ce matin. On donne l'exemple d'une coopérative dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal où 3 membres d'une même famille siègent à un comité de sélection de 5 personnes qui a comme mandat de choisir ceux et celles qui vont occuper les logements qui sont laissés vacants. Alors, situation qui a contribué à l'instauration d'un climat de peur, nous dit le journaliste, au sein de la coopérative. Entre autres, une source à qui Le Devoir a parlé dit que ça crée des conflits, que ça nuit à la prise de décision pour le bien de la coopérative.
On apprend ce matin que la fonderie Horn a convaincu le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, de rompre son engagement avec l'ONU concernant les déchets dangereux. Et c'est ce que révèle notre collègue Thomas Gerbet dans un texte publié ce matin à la une de notre site internet radiocanada.ca, que le ministre fédéral de l'Environnement s'est laissé convaincre par des préoccupations économiques de ne pas renforcer les contrôles sur les importations de déchets électroniques dangereux, parce que la fonderie Horn brûle une grande quantité de ces déchets électroniques pour en recycler après les métaux. Fonderie Horn de la compagnie Glencore. Et c'est ce que révèle, dans le fond, des mémos confidentiels du gouvernement que le collègue Thomas Gerbet a obtenu. Les pressions en coulisses étaient fortes. La balance a finalement penché en faveur des arguments de Glencore, propriétaire de la fonderie Horn. La vaste majorité de ces déchets électroniques, dit Thomas Gerbet, provient des États-Unis, de l'Allemagne également, mais aussi du Brésil. Et on retrouve dans certains déchets électroniques de l'arsenic. Alors, c'est un dossier que vous pouvez lire ce matin à la une de notre site Internet. Et finalement, le Journal de Montréal poursuit son enquête sur la FTQ Construction. À la une du quotidien de Québécois, cette fois, une virée gaspésienne bien arrosée aux frais des travailleurs. Oui, le 9 juillet dernier, une addition pour 6 personnes dans un restaurant de Percé en Gaspésie a coûté presque 650 $, des bouteilles de vin à 95 $, un cocktail de gin mojito à la framboise, de la pieuvre, du cru d'eau de flétan également. Donc, une facture assez salée dans ce restaurant de la Gaspésie. Et la veille, dans un hôtel de Percé, le directeur de la FTQ Construction et 6 de ses invités se sont partagés 4 bouteilles de vin, des cafés alcoolisés, d'autres consommations aussi. Total de la facture, 900 $. On inclut un généreux pourboire de 20 %. La FTQ Construction, en fait, n'a pas voulu commenter, répondre aux questions sur cette tournée destinée à rencontrer des représentants régionaux. C'est un dossier à la une du Journal de Montréal ce matin. Et ça risque de susciter encore beaucoup de réactions aujourd'hui. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée. En Allemagne, les élections législatives anticipées ont lieu dans un peu plus de 3 semaines après que le chancelier Olaf Scholz ait dissous le Parlement en novembre suite à un vote de non-confiance. Il est lui-même candidat à sa propre succession, toujours à la tête de son parti de centre-gauche, SPD, mais il a peu de chances de gagner d'après les sondages. Cette élection semble susciter un intérêt hors norme un peu partout dans le monde, pas seulement parce qu'il s'agit de la première économie d'Europe. On en parle avec Alexandra Chatzka. Bonjour. Bonjour, Naila. Alors, Alexandra, qu'est-ce qui fait qu'on surveille ou qu'on devrait surveiller cette élection, surtout ou plus particulièrement aujourd'hui? D'abord parce que c'est la première élection, en tout cas en Europe, la première de l'ère Trump. Et on voit déjà que le monde est en train de changer totalement. Nos démocraties risquent d'être totalement transformées par l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Et si on pense que les élections, évidemment, ce sont des piliers de nos démocraties. Alors, cette fois-ci, dans le cas de l'élection en Allemagne, ouvertement, et on ne s'en cache aucunement, l'équipe Trump a décidé de peser de tout son poids sur les électeurs allemands. Trump lui-même a déjà exprimé son mépris pour Olaf Scholz publiquement, pas très élégant, mais le plus important, c'est son bras droit, Elon Musk, qui va beaucoup plus loin et qui appuie ouvertement le parti d'extrême droite, AfD, Alternative für Deutschland, le nom complet, un parti nationaliste qui est contre l'Union européenne, qui veut fermer les frontières aux demandeurs d'asile et débarrasser l'Allemagne de la plupart des immigrants, pas seulement des immigrants illégaux. On a vu ça déjà au sud de la frontière canadienne, on le voit depuis quelques semaines. Alors, pour AfD, tous les problèmes de l'Allemagne viennent du fait qu'elle a accepté trop d'immigrants ces 10 dernières années. Alors, évidemment, la stagnation économique en Allemagne a d'autres problèmes que celui-là, mais pour AfD, c'est vraiment les immigrants et non pas la compétitivité, le manque de main-d'œuvre spécialisée, la bureaucratie, tous les problèmes que rencontre l'économie allemande. Ce sont les immigrants qui sont responsables de tout. Et vous l'avez mentionné, Elon Musk, il est intervenu déjà quelques fois publiquement en faveur de l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne. Est-ce qu'ils ont réellement des chances de gagner? Je dirais, Naila, oui et non.
Leur popularité monte indéniablement. Ils sont aujourd'hui à 20% des intentions de vote. C'est le troisième parti en Allemagne actuellement. À leur tête, il y a une femme qui s'appelle Alice Weidel. Elle a 46 ans. C'est une grande blonde extrêmement médiatique, presque charismatique, seront certains. Elle est plutôt atypique, il faut dire, pour une leader d'extrême droite. Elle est homosexuelle. Elle est en couple avec une femme d'origine sri-lankaise, donc qui n'est pas allemande de naissance. Elles ont ensemble 2 fils qu'elles élèvent ensemble et Weidel est candidate, évidemment, au poste de chancelière. Mais c'est peu probable qu'AfD devienne le premier parti avec 20% parce que le CDU, le parti du centre-droit dirigé par Friedrich Merz, est à 30%. Le premier parti, c'est probablement Merz qui deviendra chancelier. Par contre, les idées anti-immigrants de AfD sont en train de faire leur chemin parmi les candidats des partis traditionnels, dont Friedrich Merz, qui les reprend tels quels. Il promet même un projet de loi avant les élections, un projet de loi pour lequel il n'aurait aucun problème si AfD l'appuyait dans le vote pour ce projet de loi-là. Alors évidemment, ça a provoqué un choc en Allemagne parce que c'est un énorme tabou. Les partis d'extrême droite, on a formé comme ce qu'on appelle un cordon sanitaire autour d'un parti comme AfD, ou en Allemagne, on appelle ça un firewall, un mur de feu, pour pas que les Allemands, justement, des partis allemands s'allient avec l'extrême droite. Alors ici, l'appui d'Elon Musk a joué un rôle fondamental dans la chute de ce tabou, si vous voulez. Alors, non seulement AfD et Alice Weidel a été appuyée publiquement par Elon Musk, il a diffusé en direct sur X, sur sa plateforme X, une conversation en direct avec Alice Weidel, ses idées politiques, etc. Et la semaine dernière, encore plus, il a parlé par vidéo à une des assemblées publiques de Alice Weidel, où il a dit aux Allemands, textuellement, vous devriez être fiers d'être allemand, cessez de vous excuser, vous n'êtes pas responsable de ce qu'ont fait vos arrière-grands-parents. Alors évidemment, c'est de la musique aux oreilles des nostalgiques du nazisme. Et en terminant rapidement, Alexandra, il n'y a pas que la nouvelle administration américaine qui aimerait que l'extrême droite ou ses idées gagnent cette élection en Allemagne. Oui, alors je voudrais vous dire que des organisations spécialisées dans la lutte contre la désinformation, comme NewsGuard et Corrective, ont découvert que Moscou s'y est mise également. Alors, ils sont tombés sur la trace d'un certain John Mark Dougan, un ancien marine et shérif américain qui s'est mis au service du Kremlin, qui habite aujourd'hui Moscou et qui, de Moscou, dirige une opération de désinformation à grande échelle dirigée vers l'Allemagne. Il a créé pas moins de 102 sites en allemand alimentés par l'intelligence artificielle, des sites qui imitent des pages de journaux régionaux allemands ou des journaux qui n'existent plus en allemand. Alors, il diffuse des idées comme par exemple des informations, fausses informations, comme par exemple que l'Allemagne s'apprête à accueillir près de 2 millions d'immigrants kenyans, évidemment provoquant beaucoup d'inquiétudes. Alors, Moscou, Washington, même combat. On veut faire élire l'extrême droite en Allemagne. Ça sera bien entendu à suivre du côté de l'Europe. Alexandra Chatzka, merci beaucoup. Merci, au plaisir, au revoir. Voilà, c'était À la Une. Je vous souhaite une excellente journée.